On attend d'un aphrodisiaque, et ça, c'est l'erreur que l'on fait souvent, que cela fonctionne comme un traitement médicamenteux, c'est-à-dire que cela fonctionne tout de suite après. Or, dans l'ensemble, les aphrodisiaques sont faits pour être intégrés dans le régime alimentaire de manière régulière, et non pas comme on pourrait prendre un traitement médicamenteux tel AVS avec Philippe Robichon. AVS. Alors, ce qui est bien avec AVS, c'est que parfois on peut décliner le titre de l'émission le mardi, c'est à votre sexualité, avec Nader Alami qui est là. Bonjour Nader, bienvenue. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Voilà, je rappelle que vous êtes psychosexologue, vous êtes diplômé de l'école de psychosexologie de Paris, vous êtes historien des religions et coach en bien-être. Vous avez fondé Si Libérez-vous, la nouvelle école de l'amour et du couple, où vous accompagnez les personnes qui vivent une situation de célibat de longue durée et surtout qui en souffrent, qui la subissent. Voilà, c'est ça. Et vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle 19 thèmes sur la sexualité des musulmans, un livre de questions-réponses de musulmans du XXIe siècle sur leur sexualité. Tiens, voilà, je vous passe le livre. Merci. Je vais vous montrer, ça passe pas à la radio, mais vous le verrez sur la captation de l'émission. Alors, nous allons parler d'un sujet vieux comme le monde, dont on parle depuis la nuit des temps. Chacun y va de sa petite anecdote. D'ailleurs, ce matin, tout le monde a des bons filons. Non, rendez-moi mon livre. Ah, pardon. Je l'ai corné, mais c'est parce que sinon, vous allez voir ce que j'ai lu. Ah, j'ai pas compris. C'était pour le montrer. Tout le monde y va de ses adresses. Alors là, Algériens, Marocains, Tunisiens, tout le monde a des bonnes adresses. Nous allons parler donc des aphrodisiaques et nous allons surtout parler des vrais faux des aphrodisiaques, et surtout nous allons vous donner des conseils santé, puisque c'est pas parce que c'est vendu sous le manteau que ça n'a pas d'effet secondaire. Alors déjà, est-ce qu'on peut définir, Nader, ce que c'est qu'un aphrodisiaque naturel ? Alors, d'abord, aphrodisiaque, ça vient du nom Aphrodite, qui était la déesse de l'amour dans l'Antiquité. Donc, déjà, là, on peut comprendre, se dire que depuis les temps immémoriaux, les humains se sont toujours intéressés à ce qui pouvait susciter le désir et aider à une sexualité épanouie. Voilà, déjà. Donc, c'est pas quelque chose que l'homme moderne a inventé. Oui. Voilà, de tout temps, on s'est toujours posé cette question, parce que la sexualité a toujours fait partie, dans ces temps-là déjà, ça l'est moins aujourd'hui, ça s'est transformé avec le temps, mais ça faisait partie du sacré. Voilà, parce que alors quand on parle de ces temps-là, on parle de quel temps, Nader ? Moi, je parle ici surtout de l'Antiquité. D'ailleurs, c'est pas pour rien que l'on voit sur des fresques gréco-romaines carrément des accouplements. On voit des accouplements où c'est comme si on montrait aux gens, voilà comment il faut faire. C'était une manière d'inciter les gens à faire l'amour. Voilà, c'était quelque chose de vu comme un chemin vers et sur le plan religieux sacré. Hein, on parlait d'ailleurs pour le sperme, on regardait le sperme comme de l'eau sacrée, mais aussi politiquement, c'était intéressant pour ces populations, car c'était un petit peu une politique démographique qui faisait qu'on devenait plus nombreux face à l'éventuel ennemi d'à côté, l'adversaire, la cité d'à côté, on était dans des temps où on se faisait la guerre entre cités, ce qui n'a pas beaucoup changé. Et là, il fallait qu'on soit nombreux, toujours plus nombreux, en tout cas plus nombreux que l'autre. Voilà. Donc, les aphrodisiaques étaient un peu une espèce d'outils, c'est pas le meilleur mot que j'ai tout de suite à l'esprit, mais en tout cas, ça faisait partie de ce qu'on allait chercher, de ce qu'on allait acheter, de ce qu'il fallait se procurer quand on allait au marché. Voilà. Alors, naturel, oui, parce que on parle d'aphrodisiaque quand justement c'est naturel, pour faire le distinguo avec les traitements médicamenteux, qui eux, justement, ne sont pas naturels. Donc, on parle ici de régime alimentaire, si vous voulez. Et vous verrez ce matin que certains produits qu'on vous vend comme des produits naturels dans certaines échoppes parisiennes et qui viennent de Turquie n'ont que le nom de naturel, puisque dedans il y a des substances chimiques. Ça, on en parlera tout à l'heure. Donc, aphrodisiaque, c'est forcément naturel. Absolument. Quand on dit aphrodisiaque, c'est ça qu'on comprend, c'est ça qu'on entend, c'est ça qu'on a toujours, et c'est ça qu'on vend, en fait. Quand on parle d'aphrodisiaque, on parle d'aliments naturel, strictement naturel, rien de chimique ajouté. Ça n'est plus un aphrodisiaque sinon.
Alors, est-ce que l'efficacité est prouvée de ces produits? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent. Ça a des vertus soupçonnées, en tout cas supposées. Est-ce que c'est en tout cas prouvé scientifiquement? Non. Alors voilà, déjà, une réponse, pardon d'être aussi catégorique, ça peut décevoir certains de nos auditeurs et de nos auditrices, mais rien n'est moins sûr, en fait. Pourquoi? Mais en même temps, j'ai envie de dire non, mais oui. Voilà, je vais m'expliquer. Non, parce que d'abord, il n'y a pas d'études. Il n'y a pas d'études sur la plupart des aphrodisiaques dont on vous vantera les mérites si vous allez faire vos petites recherches sur Internet. D'études, il n'y a pas. À part quelques produits où il y aurait des débuts d'études, et pour moi, une étude, ça a besoin de temps, ça a besoin de beaucoup de cas qui auraient été, comment dirais-je, mis à l'épreuve et sur un temps donné, sur une population donnée, pour valider scientifiquement que cela marche. Mais on peut dire qu'il y a très très peu d'études pour dire que clairement que les aphrodisiaques ça marche. Mais en même temps, pourquoi je dis que c'est quand même un peu le cas. Enfin, en tout cas, tous ceux qui en parlent oui. Vous disent que ça fonctionne très très bien. Moi, quand ils nous disent que ça fonctionne très très bien, il faudrait vraiment qu'on voit au cas par cas. Alors pourquoi en même temps c'est intéressant de dire que ça marche? Vous voyez, ça peut paraître contradictoire parce que, vous savez, est-ce qu'on a toujours besoin d'études? Moi, je pense que non. Est-ce qu'avec la nature, on a toujours besoin d'études? Est-ce que j'ai besoin de faire une étude pour valider que l'eau, ça mouille? Non, tout le monde le sait. Donc, en fait, il y a quelque chose qui s'appelle l'expérience. Et je pense que c'est ça à quoi font allusion ceux qui disent que ça marche. L'expérience humaine. C'est-à-dire que quand je reçois quelqu'un, je vais regarder avec le patient ou la patiente d'abord d'où elle vient. Et c'est très important de savoir d'où vient une personne. Parce que quand je parle d'expérience humaine, nous sommes tous le fruit d'une relation sexuelle. Donc nous sommes tous le fruit d'un désir. Donc il y a déjà dans le cheminement de tout notre patrimoine génétique de l'aphrodisiaque qui, à un moment ou un autre, régulièrement, dans nos familles, etc., a circulé. Et si je prends ce qui est bon pour des populations méditerranéennes, suis-je sûr que ce sera bon pour des populations venues des steppes de l'Asie centrale? Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Ça peut l'être, effectivement, mais je préfère d'abord vérifier l'expérience humaine qui se valide d'elle-même, pour voir avec le patient ou la patiente ce qui serait le mieux pour cette personne en particulier. Après qu'on puisse rajouter d'autres choses, évidemment oui, parce que l'humanité voyage, on ne reste pas à un point fixe, etc., etc. Mais tout de même, les régimes alimentaires des populations de là où elles viennent, me semble, c'est quelque chose de très important à ne pas négliger pour la santé des individus. Qu'est-ce qu'on attend d'un aphrodisiaque ? Alors justement, ouais. on attend d'un aphrodisiaque, et ça c'est l'erreur qu'on peut faire, que l'on fait souvent. On attend que cela fonctionne comme un traitement médicamenteux, c'est-à-dire que cela fonctionne tout de suite après, ou une demi-heure après, ou une heure après. Or, ça peut pour certains. Mais dans l'ensemble, les aphrodisiaques sont faits pour être intégrés dans le régime alimentaire de manière régulière, et non pas comme on pourrait prendre un traitement médicamenteux tel le Viagra ou le Cialis, pour les citer. Alors on a la version algérienne, là. Comment s'appelle la version algérienne, Faudil, du Viagra? Le Viatalc? Non. Vialtac? Le Viactal. Ouais. Alors ben voilà, il y a... Délivré sans ordonnance dans toutes les bonnes pharmacies en Algérie, hein, nous dit Faudil. Alors, pas qu'en Algérie, j'ai pu voir cela également au Maroc. Ah oui. Et donc, alors là, il y a quand même un souci avec ça, c'est que, justement, voilà, c'est délivré sans ordonnance. Et l'humain, et l'homme en particulier, étant ce qu'il est, il a tendance à prendre beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus que la dose qui lui est prescrite. Et là, il faut quand même le dire, ça peut être très dangereux pour la personne. Voilà. C'est pas sans danger.
c'est pas sans danger, loin de là. Donc il faut faire très attention parce que le cœur a ses limites. Que la volonté de performance de l'individu, ne prend pas en considération à tort, parce que ça peut être vraiment... Parfois, quand on a 20 ou 30 ans, ce sont des questions qu'on ne se pose pas. Oui, on devrait quand même se les poser, et encore plus quand on a des problèmes cardiaques. C'est-à-dire que l'injonction de performance fait aujourd'hui que des gens de plus en plus tôt prennent des produits qui sont destinés à des populations qui en ont vraiment besoin et dépassent la dose dans cette idée d'être encore plus performant. Voilà, l'homme moderne est dans ce diktat de la performance, ce qui n'était pas le cas jadis. Il y avait, je dirais pas qu'il n'y avait pas une volonté de performance, une volonté de dominer, une volonté d'inscrire un petit peu sa patte, si j'ose dire. Mais là, c'est devenu vraiment, on prend pour au cas où. Si l'occasion se présente. Et si l'occasion ne se présente pas, on fera autrement. Mais... je ne veux pas savoir plus. Ouais, voilà. Non, ne nous en dites pas plus, surtout. Mais le problème, c'est que... si je m'habitue, vous savez, c'est un cercle vicieux. Si je m'habitue à une certaine dose pendant longtemps, j'aurai besoin d'un peu plus, et toujours un peu plus, et toujours un peu plus. C'est ça le problème avec ce culte de la performance. Donc, si je commence à prendre de telles substances à 20 ans, je prends quoi quand j'en ai 30, ou quand j'en ai 40, ou quand j'en ai 50 Ou quand j'en ai besoin. Ou quand j'en ai besoin. Ou le jour où j'en ai vraiment besoin. Voilà. Ça ne répondra plus de la même manière. Et là, je suis dans une panique absolue. Et je vais même aller plus loin. Je suis dans une telle panique que je pourrais en prendre, mais la panique peut prendre le dessus au point que rien ne se passe. Vous voyez ? La peur est là et rien ne se passe. Alors je fais quoi ? Eh bien, je vais rentrer dans une crainte telle que vont se fabriquer en moi les vrais troubles finalement qui auraient trouvé leur traitement si j'avais pas été prendre ces traitements quand j'en avais pas besoin. Donc il vaut mieux attendre. Il vaut mieux deux choses en fait. D'abord, soigner son mode de vie. Ça, c'est la première des choses. On n'a pas, en réalité, on a tous du désir en nous. On n'a pas besoin de ces choses-là. Les aphrodisiaques, pour moi, sont à inscrire dans un régime alimentaire au quotidien, régulièrement. Bien dormir. L'homme moderne, quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme moderne, ont tendance aujourd'hui à avoir de gros soucis avec le sommeil. Et ça aussi, on pourra en parler. Voilà, le vrai faux des aphrodisiaques ce matin avec Nader Alami, qui est psychosexologue. On parle ce matin justement, et on essaye de voir ce qui se cache derrière ces aphrodisiaques qui sont en vente partout, qui sont très très en vente sur Internet et qui sont en vente aujourd'hui sous le manteau et dans certaines adresses à Paris que vous nous donnerez tout à l'heure. Est-ce que les aphrodisiaques qui sont efficaces chez les hommes le sont de la même façon chez les femmes ? Pour la plupart, oui. On a constaté que ça sécrétait de la sérotonine pour les uns comme pour les autres. Ça fluidifiait la circulation du sang dans les artères, grandes et petites, et que justement ça aidait à une meilleure excitation pour les hommes comme pour les femmes. Ça, c'est intéressant, c'est une idée reçue qui saute. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a des plantes ou des aliments qui augmentent la libido et améliorent les performances sexuelles de façon certaine ? Pour le sexologue que vous êtes. Alors, moi, je dirais que c'est le cas, mais attention, encore une fois, les gens sont différents. Donc, ce qui peut être le cas pour un individu peut ne pas l'être pour un autre individu, et je me méfie beaucoup de ces recettes valables pour tout le monde. Voilà, parce que j'ai tout simplement pu constater, et je suis sûr que chez vos auditeurs et vos auditrices, vous aurez des gens qui vous diront « Ah ben on m'avait dit que tel aliment marchait, ben non, chez moi, pas du tout. Voilà, clairement, ça me fait rien. » Voilà. Mais par contre, il y a, par exemple, ça, c'est très important aussi à comprendre, à intégrer dans son régime alimentaire. C'est les fruits de saison, tout ce qui est de saison en fait.
tout ce qui est de saison. C'est-à-dire inscrire son mode de vie dans le respect de la nature. Ne pas se croire décideur, mais plutôt laisser la nature décider. D'ailleurs, elle le décide qu'on le veuille ou non. Et par exemple, là, donc on peut s'en procurer tout le temps d'ailleurs. Moi, hier, j'étais au marché. Et chaque fois que je vais au marché, ça ne loupe pas. Je vais chez le poissonnier. Et là, vous avez une vie incroyable, hein. Alors là, Nader, merci de partager ça avec nous. Je suis un aventurier. Qu'est-ce qui se passe chez votre poissonnier? Alors, je lui demande de m'ouvrir 6 huîtres. Et vraiment, je conseille à tous ceux qui nous écoutent de faire l'expérience, la même expérience, et d'essayer pour voir si chez eux ça marche aussi. C'est-à-dire que vous les ouvrez, mais vous les mangez. Vous les mangez sur place. Bien évidemment, sur place. D'accord. Bien. Sur place. Vous nous expliquez ce qui se passe, Nader? Eh bien, écoutez, quelques minutes plus tard, j'ai les cuisses qui commencent à me faire des signaux. Voilà. Voilà, je vous laisse imaginer un peu les... Non, mais on est là pour s'expliquer, c'est une émission médicale. Eh bien, voilà, ça, et de tout temps, c'est vrai qu'on a, dans la littérature, dans l'histoire, chez les Romains notamment, on parle déjà des huîtres, et j'ai pu constater que chez la plupart des personnes que je reçois, c'est vérifié aussi. Donc on peut conseiller à ce moment-là, tiens, les huîtres, ça marche. Alors, il n'y a pas que les huîtres, il y a aussi, il y a un régime qui s'appelle le régime méditerranéen, qu'on appelle aussi le régime crétois. Mmh. C'est un régime basé sur qui est très fruits secs, légumes, huile d'olive. Mais là encore, c'est un régime, si vous voulez, c'est un régime pour la vie au quotidien. Ça doit être régulier. On n'est pas là dans un traitement médicamenteux, donc on doit, si vous voulez, prendre ça presque tous les jours, si j'ose dire. De l'huile d'olive, par exemple, la privilégier le matin, c'est une bonne chose, et continuer, par exemple, à limiter sa consommation de viande, ce qui est très difficile pour les gens aujourd'hui. Mais il faut savoir que la malbouffe a ceci de conséquence qu'elle a tendance à boucher nos petites artères. Donc les grosses artères, on peut les libérer en faisant du sport, mais quant aux petites, c'est beaucoup plus difficile. Et là, ça a des conséquences, notamment pour les hommes. C'est la circulation du sang. Ouais, tout est une question ici de circulation du sang. Et donc, pour les hommes, il peut y avoir, peuvent apparaître des problèmes érectiles dus justement à cela. Bon, Nader, j'aime beaucoup votre régime crétois, mais je vais vous parler d'aliments en particulier, qui ont la réputation d'être des aphrodisiaques. Alors, on va commencer par le piment. Et là, si vous faites des recherches, vous voyez partout que le piment est aphrodisiaque. Alors, vrai ou pas vrai? Alors, c'est vrai, mais attention. C'est vrai, mais attention, et je pense que cela, on peut le dire pour tout. En fait, si quelque chose vous fait de l'effet, si quelque chose ne fait pas d'effet, on n'en parle pas. Mais tout ce qui fait de l'effet, eh bien, a aussi la capacité d'avoir des effets secondaires, c'est d'avoir des effets néfastes. Ce qui fait des effets positifs peut aussi faire des effets néfastes. Donc, il faut y aller mollo. Avec le piment, je sais que dans certaines traditions, on a tendance à pas y aller mollo, justement. Et quelque chose dont on abuse, eh bien, pourra, au moins comme effet néfaste, eh bien, ne plus avoir l'effet bénéfique escompté. Donc, mais est-ce qu'on sait la substance dans le piment qui est active, si je peux me permettre? On le sait pas vraiment, puisque beaucoup de personnes ne prennent pas de piment. Donc, ce qui est, vous savez, dans le piment, il y a quelque chose qui relève ça monte, pour parler simple, ça monte au cerveau. Et tout ce qui monte au cerveau, justement, a ces effets-là qui vont faire que ça parle à tout le reste du corps. Et je pense que c'est justement cela qui va faire en sorte que ça va être quelque chose qui va susciter l'envie de l'individu vers une action sexuelle, vers le désir, vers... Ça chauffe en tout cas. Comment? Alors, parmi les autres aliments, alors on a les asperges.
Les asperges, tout à fait. Ouais. On a les avocats. Riche en vitamine K, voilà, Mhm. qui permet d'améliorer l'afflux sanguin dans le pénis, dans le vagin. Le céleri, Céleri. qui stimule la production de testostérone, figurez-vous. Absolument. Tout ce qui est, on parlait des huîtres tout à l'heure, tout ce qui est riche en zinc va justement contribuer à la production de testostérone. Alors l'avocat dont vous parliez, alors on a le clou de girofle. Absolument, on a le clou de girofle, on a le cacao noir à privilégier, au moins 75% de noir dans le cacao, ne pas prendre ce qui est mélangé avec du lait, etc. Mais privilégier vraiment, plus c'est noir, mieux c'est, au moins 70%. On a l'ail, les oignons frais. Alors, quelque chose d'intéressant sur l'oignon frais, il se peut, voilà, par exemple, que si vous preniez un oignon frais, cru ou cuit, ça ne vous fasse rien. Mais un jus d'oignon frais peut effectivement provoquer quelque chose, vous donner du désir. C'est comme aussi la pastèque. La pastèque est ça je recommande vivement en saison bien évidemment, la pastèque est très très connue aussi pour être un aphrodisiaque efficace. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a on a vos favoris, les pistaches. Les pistaches, les amandes, n'oublions pas aussi le gingembre qui est très très présent dans la cuisine méditerranéenne notamment, et qui est reconnu par le plus grand nombre pour avoir des effets sur la libido, donc qui est reconnu comme étant un aphrodisiaque efficace. On a nos amis d'Asie qui nous viennent avec le ginseng. Ginseng qui lui aussi est très réputé, mais là encore, c'est à prendre régulièrement, sur une période, on va dire, entre 2 et 3 mois, de manière régulière. On peut rompre pour que cela continue à avoir des effets à un temps donné et reprendre après, puisque comme c'est comme beaucoup de choses, si on le prend sur une durée un peu trop longue en continu, il se peut que ça n'ait plus l'effet escompté. Donc on peut le prendre sur 2 mois, 3 mois, puis s'arrêter, puis ensuite reprendre. Le ginseng a vraiment, pour le coup, la réputation d'être un aphrodisiaque. Tout à fait, il a cette le gingembre, le ginseng. Mais là encore, je connais beaucoup de gens qui vous prennent du ginseng et qui vous disent que ça ne me fait rien du tout. Alors il y a un produit qui est très à la mode en ce moment, qui nous vient de Malaisie, c'est une plante, et qui s'appelle le Tongat Ali. Mon cher Philippe, figurez-vous que si vous allez en chercher aujourd'hui, vous n'en trouverez pas. Tellement les tenanciers, non pas de bars, mais de salles de musculation en ont fait la promotion, comme quoi cela fabriquerait beaucoup, ça aiderait énormément à la fabrication de testostérone. Eh bien, il n'y en a plus. Vous n'en trouverez plus nulle part. Et quand vous demandez à ce qu'on vous en commande, pareil, on est incapable à ce jour de vous dire oui, monsieur, on va vous en commander, mais on est incapable de vous dire quand est-ce que vous pourrez le recevoir. Le Tongat Ali. Jamais entendu parler, et vous savez comment ça se passe, le cerveau est bien fait. En général, quand vous dites qu'il n'y en a plus nulle part, tout le monde va aller sur Internet pour aller voir où on en trouve. Ça se prend comment, vous savez ? En gélule. Alors, en gélule ou en plante. Voilà. Vous en avez en pot, complément alimentaire, comme vous pouvez trouver, de la même façon que vous pouvez trouver du ginseng ou d'autres produits, ou alors en plante, parce que à la base c'est une plante, voilà, et on fait ça en poudre et puis on mélange ça avec ce qu'on veut, dans un jus, on peut mélanger ça avec du citron ou saupoudrer dans votre salade, voilà. C'est-à-dire que la gym et la prise prononcée de protéines ont la réputation de faire mauvais ménage avec la libido. Oui, tout à fait. En fait, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut toujours privilégier la fluidité dans la circulation du sang. C'est pour ça que l'un des aphrodisiaques les meilleurs, si j'ose dire, ça reste le sport. Avoir une activité physique intense,
Ça dépend de l'âge. Mais quand on est jeune, il faut qu'elle soit intense. Et c'est pas quand on est jeune, il faut pas se contenter de la marche à pied. On me dit oui, mais la marche à pied, est-ce que c'est une activité physique ? Ben non. Si vous êtes en pleine possession de votre moyen, il faut pas se contenter de marche à pied. Ça, c'est pour les anciens, les gens beaucoup plus âgés, où on va effectivement leur conseiller de la marche à pied. Ça, là, on appellera ça de l'activité physique. Mais le sport, être disposé à prendre la lumière du jour et ne pas rester toute la journée devant son écran, enfermé entre quatre murs dans sa maison. Si vous voulez, n'oublions pas une chose de très importante, c'est qu'avant d'être des êtres sociaux, nous sommes d'abord des êtres naturels. Nous avons vocation à le rester jusqu'à la fin de nos jours. Voilà, les filtres d'amour existent depuis la nuit des temps. On parle des aphrodisiaques naturels ce matin avec Nader Alami. Alors les plus connus aujourd'hui, les plus puissants du monde, ce serait la maca et le ginseng dont on parlait tout à l'heure. La maca, qu'est-ce que c'est, Shkoun ? La maca, c'est une plante qui nous vient du Pérou. Voilà. Donc là encore, nos amis Incas étaient eux-mêmes très versés dans la science des aphrodisiaques. Il fallait vraiment savoir ce qui permettait à l'humain de se reproduire en réalité. Mais c'était pareil chez les Égyptiens de l'époque antique, c'était pareil chez les Grecs, chez les Romains, chez les Babyloniens, chez les Juifs, chez les Arabes. Tous avaient le souci de la sexualité. La sexualité était chose politique, était chose qu'il fallait savoir gérer. La reproduction la politique démographique dépendait justement de tout cela. Et donc il fallait avoir les outils nécessaires, les connaître, les enseigner pour justement qu'on soit plus nombreux que le peuple d'en face, au cas où il y a conflit, ou même si nous voulions provoquer conflit en vue d'aller chercher les richesses du peuple voisin. Alors, il y a un miel dont tout le monde parle aujourd'hui, qui circule sous le manteau, et à ce qui paraît, alors là, c'est comme un cheval au galop. Alors, oui, mais il faut faire très attention avec ce qui est vendu sous le manteau. Alors, c'est quoi ce miel ? Vous en avez entendu parler, bien sûr. Tout à fait. Alors, j'en ai entendu parler. Ça circule beaucoup dans les milieux musulmans, pour être clair. Pas que. Beaucoup dans les milieux musulmans, mais pas que. Et pourquoi pas que ? Parce que ça a tellement d'effets que, voilà, vous savez, comme on le dit, le bon vin n'a pas forcément besoin de publicité. Donc les choses se savent. Voilà. Et le souci avec ça, c'est pour ça que je dis qu'il faut être très vigilant, c'est que parfois, effectivement, alors on nous parle d'un miel qui viendrait du Soudan, et qui passerait ensuite par la Turquie où il serait mis sous pot, etc., et vendu ensuite. Donc des miels qui viennent du Yémen, voilà, il y a plein de choses. Qui sont super chers, Yémen et Soudan, c'est des miels assez chers. Alors, le pot est vendu autour de 30-35 euros. Voilà. C'est une cuillère à café qu'il faut prendre, très bien. Mais là où il faut faire très attention, c'est que parfois, et ça c'est pas toujours dit, il y a dans ces pots rajouté une petite pointe de Viagra. Donc l'effet, c'est pas l'effet du miel. Et voilà, et la question est là. Est-ce que c'est l'effet du miel ou est-ce que c'est un petit peu beaucoup l'effet du Viagra, de petite dose de Viagra qui est rajoutée là-dedans. Alors, ce serait pas si grave si au moins c'était dit et annoncé dès le départ pour que la personne sache si elle y a, entre guillemets, si elle y a droit ou pas. Parce que quelqu'un de malade, quelqu'un qui a un cœur fragile, par exemple, il faut absolument que cela soit validé par son médecin. On ne le dira jamais assez. Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire, même pour les aphrodisiaques, donc naturels, 100% naturels, quand quelqu'un décide d'y avoir recours régulièrement, je l'invite à en parler à son médecin. On ne change pas comme ça tout d'un coup de régime alimentaire, surtout si on suit un traitement médicamenteux pour le diabète, pour la tension, etc. Il y a des choses qu'il ne faut peut-être pas mélanger. Il peut y avoir des interactions
Et c'est pas parce que c'est des plantes ou que c'est naturel que ça ne peut pas avoir d'effet secondaire. Exactement. Ça, on le répète assez souvent dans cette émission. Alors, voilà. Et donc, pour ces fameux miels, c'est encore plus le cas, puisque là est caché... Alors, attention, à la place qui est la mienne, je ne pourrais pas dire que c'est toujours le cas. Mais j'ai pu voir que c'était le cas. C'est parce que vous l'avez vu. Vous parlez de quelque chose que vous avez vu. Absolument. Et des choses voilà. qui sont totalement dites. Parce que certains ont l'honnêteté de vous le dire clairement. Voilà. Il y a quand même, attention, il faut le savoir. Alors, le fameux livreur du bled dont on parlait tout à l'heure. Alors, c'est un magasin qui se situe à Paris, rue des Poissonniers, me semble. Mais voilà, vous allez faire votre petite recherche. Et ce sont des produits africains. Ils sont super forts. Et les Africains aussi. Ils ont des recettes dessous le coude. Et c'est naturel. C'est naturel pour le coup. Et j'avais moi-même, pour la petite histoire, j'avais moi-même eu le plaisir immense de voyager au Mali et en Guinée-Conakry. Et voilà qu'un jour, juste avant de rentrer à Paris, donc je suis invité chez une famille à Bamako, au Mali, donc. Et un grand buffet magnifique, avec des viandes, avec des salades, etc., etc. Et puis une assiette avec une épice qu'ils appellent le cancancan. Le cancancan. Je me sers, et puis il y a un jeune garçon qui me dit « Attention monsieur, n'en prenez pas trop. » Bon, j'avais déjà commencé à me servir. Et c'était tellement bon que j'en rajoutais. Et il me dit « Monsieur, n'abusez pas. » D'accord, mais pourquoi donc ? Mais monsieur, vous connaissez pas le cancancan ? Je lui dis non, pas du tout. Il me dit mais c'est une épice qui va vous mettre dans un état. Ah bon ? Donc, j'ai réduit un petit peu la dose, mais figurez-vous que j'avais un avion à prendre quelques heures après, et je peux vous dire qu'effectivement, c'était pas simple. Le cancancan, je vous le conseille vivement si vous allez chez nos amis. Le livreur du bled, il doit en avoir ou le commander. Mais effectivement, ça c'est tout à fait naturel et tout à fait, enfin, en tout cas, sur moi, ça a marché. Bien. On verra si on est écouté, si le livreur du bled est en rupture de stock de cancancan. Vous allez voir, il suffit de dire aux gens, allez-y, ils vont y aller. Alors, on a parlé de la maca, on a parlé du ginseng, mais il y a d'autres aphrodisiaques naturels qu'on trouve sur le marché. Le fenugrec, par exemple. Le fenugrec, le trubulus, qui est lui aussi c'est ce qui aide à la fluidité du sang. Le tribulus. Ouais. Les Romains, c'est une plante que les Romains utilisaient énormément. Voilà. Il y en a une qui porte bien son nom, le bois bandé. Ça existe toujours, ça ? Oui, tout à fait. Nos amis antillais en prennent l'écorce et la mélangent avec du rhum. Voilà. Et chez eux, c'est quelque chose d'assez courant. Et faudra demander, mais je n'ai jamais connu d'Antillais qui me disait que ça ne marchait pas. Donc c'est quelque chose qui, semble-t-il, a des effets tout à fait reconnus chez nos amis des Antilles. C'est intéressant de voir, Philippe, comment effectivement, par région, par milieu naturel, on adopte tel ou tel aphrodisiaque. Alors, il y a un produit dont tout le monde parle en ce moment, prudence, c'est le camagra. Donc, regardez un petit peu pareil, ça circule sous le manteau, tout le monde est au courant, tout le monde sait. Mais regardez un petit peu encore c'est toujours pareil, ce sont des produits, c'est pas anodin. Il faut vérifier les contre-indications, ça c'est important. Au final, quelles sont les bonnes questions à se poser, Nader, avant d'opter pour un aphrodisiaque naturel ? Moi, je pense que le meilleur aphrodisiaque, d'abord, on revient à ce qu'on disait, c'est une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire que dormir à pas d'heure, ne pas avoir d'activité physique régulière, plus ou moins intense, ne pas être disposé à recevoir la lumière du jour, donc se priver de vitamine D, cultiver un bon moral,
C'est ça, le véritable aphrodisiaque. La bonne hygiène de vie. Maintenant, bien évidemment, il se peut, donc, et l'alimentation, une alimentation équilibrée, variée, riche, tenant compte de ce que je disais tout à l'heure, de son patrimoine génétique. Nous sommes déjà le fruit d'une relation sexuelle, donc aphrodisiaque, il y a. Mais moi, j'ai envie de vous parler de la confiance en soi. Ceux qui parfois ont recours aux aphrodisiaques sont des gens qui n'ont pas forcément confiance en eux et ils prennent d'une certaine façon, je mets des guillemets, une béquille en se disant je vais prendre ça. Comme ça va me permettre d'être plus performant. Vous voyez, l'alimentation, les gens vont dire oui, bien sûr. Mais nous, en fait, ce qu'on veut, c'est l'équivalent de la petite pilule bleue et que ça fonctionne, voilà, sans les effets chimiques. C'est ça. Ouais. L'effet placebo est toujours intéressant. Vous savez, les croyances sont là et il ne s'agit pas toujours de les bousculer. Il y a des croyances qu'il faut garder. Donc, que j'ai besoin d'une béquille, très bien. Que je sois persuadé que cet aliment-ci soit une bonne béquille pour moi, je garde cette croyance. Pourquoi la combattre ? Et puis, si ça marche, tant mieux. Mais si ça ne marche pas, ne pas s'affoler. Voilà. Et là, au préalable. Et d'ailleurs, je veux vous dire une chose. On peut se dire que cette béquille, je vais l'aider. Et c'est pour ça qu'une bonne hygiène de vie, un bon mode de vie va aider. Et d'ailleurs, même les traitements médicamenteux. Les traitements médicamenteux les plus connus, que ce soit le Cialis ou le Viagra ou les génériques, il faut les aider. Et pour mieux les aider à avoir un bon fonctionnement sur notre métabolisme, il faut cultiver cette bonne hygiène de vie. On peut aussi, Philippe, mélanger les deux. Alors, j'ai souvent cette question. Est-ce qu'on peut prendre un produit, un médicament, du Cialis ou du Viagra, et un aphrodisiaque ? La réponse est, attention, encore une fois, précisons-le, avec l'avis de votre médecin, puisque de toute façon, c'est lui qui vous prescrira les traitements médicamenteux. Mais vous pouvez prendre, par exemple, quotidiennement pendant une durée de 3 mois du tadalafil qui est le générique de Cialis à petite dose, 5 mg chaque jour à la même heure et avec cela un aphrodisiaque, celui qui vous conviendra le mieux, et ça va vous aider à avoir un petit peu l'effet escompté parce que vous allez intelligemment mélanger une petite dose de médicaments parce que vous en avez besoin et seulement parce que vous en avez besoin. Donc, il faudra vraiment voir cela avec votre médecin, avec de l'aphrodisiaque, avec un traitement au naturel. Bon, et attention aux arnaques, parce qu'il y a énormément d'arnaques dans ce secteur d'activité. Il semblerait, Philippe, que ce soit parmi les choses les plus vendues sur Internet en ce moment, les aphrodisiaques. C'est vrai. Tout ce qui, attention à la poudre de perlimpinpin qui vous fera du mal au porte-monnaie, mais qui vous fera, c'est tout ce que ça vous fera. C'est plein de vide. Vous réécouterez cette émission en podcast. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Je vous rappelle que donc c'est le Can. Et puis si vous allez au marché, vous voyez votre poissonnet, vous mangez 6-8 et vous sentez si ça vous picote dans les cuisses. C'est ça que j'ai compris, Nader. C'est ça que j'ai retenu. Merci d'avoir été avec nous et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.